Salut Louis, Salut Melaine, salut à tous. salut Violaine, Salut tout le monde. salut Blaise. Salut. Donc nous sommes là aujourd'hui pour parler ensemble de Richard Jewell, le dernier film de Clint Eastwood, sorti en salle en février dernier et déjà dispo sur les internets. Et donc je le dis d'emblée, en fait, on a tous les quatre beaucoup aimé le film. Et là, en fait, on en parle non pas pour essayer d'évaluer ou pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais plutôt d'essayer de dire et de discuter de ce qu'on a vu dans le film. Donc perso, il y a une question que j'aime bien me poser après avoir vu un film. Plutôt pour jouer que par systématisme ou quoi que ce soit, c'est la question qu'est-ce que ça documente? Ça se rapporte pas exactement au sujet du film et pas non plus à un message ou un truc comme ça ou un discours ou quelque chose du genre. C'est plutôt qu'est-ce que le film nous montre, qu'est-ce qu'il nous donne à voir. Et du coup, je propose qu'on commence par tenter de formuler tour à tour une réponse brève à cette question, histoire de lancer quelques pistes à partir desquelles on pourra peut-être approfondir en commun par la suite. Donc je commence arbitrairement par toi, Louis, juste comme ça. Richard Jewell, pour toi, qu'est-ce que ça documente? Mais déjà, je pense que c'est assez important de resituer très, très rapidement, pour ceux peut-être qui ont le film, de manière assez lointaine en tête ou ceux qui l'auraient pas encore vu, que c'est donc l'histoire vraie de Richard Jewell, qui a été accusé, d'avoir posé une bombe qu'il a lui-même découvert lors des jeux olympiques, d'Atlanta en 1980, dans les années 96. 80 96. 96, merci. J'hésitais entre 95 et 96. Et en fait, il était pour le FBI le profil parfait du terroriste héros, c'est-à-dire quelqu'un qui va lui-même provoquer l'accident qu'il va, entre guillemets, résoudre pour s'autoproclamer héros à travers les médias, etc. Ça, c'est pour situer de manière très générale, comme ça c'est fait, et on peut discuter maintenant du film en lui-même. Euh, Très simplement, tu l'as dit, on a tous beaucoup aimé le film. Moi, il m'a même, je peux le dire, bouleversé pour plusieurs raisons. Déjà, une première qui, en fait, est assez rare personnellement, c'est que le film m'a vraiment complètement emporté. Et c'est quelque chose qui arrive finalement assez peu souvent. Il m'a beaucoup ému pour ce qu'il donne en tant que tel, c'est-à-dire la performance des acteurs, la simplicité, l'humilité de sa mise en scène, etc. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup touché, et celle sur laquelle je pense on va aussi discuter beaucoup plus, c'est l'énergie que dépense Clint Eastwood pour évoquer cette personne qui est Richard Jewell. Et il me semble pour réhabiliter quelque chose de l'ordre de la dignité de ce personnage, parce qu'il est devenu un personnage médiatique à la fin des années 90. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé parce que j'ai eu l'impression de ressentir par beaucoup d'aspects du film et en même temps avec énormément d'humilité cette volonté de Clint Eastwood qui est presque de l'ordre de la hargne venant de quelqu'un de cet âge. Il a maintenant 90 ans au moment où on parle. Ça m'a énormément touché, voire même bouleversé, je dirais, autant que toute l'émotion que le film essaye de véhiculer à travers sa musique, sa mise en scène, etc. etc. Bon, c'est très vague, mais je pense que de toute manière, c'est en discutant qu'on tirera tout ça au clair, mais c'était plus voilà, ce ressenti que je voulais introduire en premier pour dire que c'était un film qui m'avait beaucoup touché, même bouleversé, et aussi ce qui peut expliquer pourquoi ça peut être un peu difficile d'en parler, et pourquoi c'est un exercice aussi très intéressant et passionnant. Bah, merci. Violaine, toi, enfin pour toi, qu'est-ce que ça documente, Richard Jewell? Alors pour moi, comme tout le monde, hein, j'ai beaucoup apprécié le film. Et pour revenir sur ta question, Melaine, de qu'est-ce que ça documente, c'est, je pense, encore un travail de Clint Eastwood sur comment l'Amérique construit des héros qu'elle s'acharne à détruire ensuite. Et surtout ici, le héros en fait est complètement inapproprié. On est loin de héros à la grandiose, à la American Sniper, qui sont des gens très forts pour la nation. Là, c'est un type qui se retrouve pas là où il devrait être. Et c'est là où Louis, je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette histoire de rétablir une dignité, de restaurer une dignité pour le personnage. C'est qu'en fait, il n'était pas, il sort des clous, il sort des normes et il correspond pas en fait au héros traditionnel
Et je trouve ça très beau, en fait, l'entreprise de Clint Eastwood de le remettre dans une scène partagée, enfin, avec ce film qui est en fait d'une humanité profonde et qui est complètement soutenu par le double regard, en fait, de Clint Eastwood et du personnage de l'avocat, en fait, qui fonctionnent absolument ensemble. Et que voilà, c'est une entreprise assez impressionnante, en fait, qui va finalement contredire pas mal de choses aussi dans ce qu'on peut penser de Clint Eastwood et dans les a priori qu'on a sur son cinéma, en fait. Puisque enfin, le regard est totalement critique, en fait, sur certains pans de l'histoire du fonctionnement, en fait, des États-Unis. Et en fait, c'est passionnant de voir que tout est beaucoup plus complexe que la version très simpliste de l'enfermement de Eastwood dans un cinéma conservateur. Voilà. En tout cas, ça m'a beaucoup touchée aussi comme manière de représenter ce personnage en héros malgré lui, restauré dans sa dignité. Ok, merci Violaine. Et Topless, du coup, à ton tour. Moi, comme tout le monde, encore une fois, j'ai beaucoup aimé le film. Hop, bientôt, ça sera 4 fois de suite. Après, moi, j'ai surtout aimé après coup, parce que quand je l'ai vu en salle, déjà, je l'ai vu avec 2 amis, dont un qui a quitté la salle en plein milieu, tellement il n'a pas aimé le film. Donc, ça a été un peu. Enfin, il y a eu des conditions de visionnage qui ont un peu poussé à se poser des questions. Est-ce que le film a des défauts, etc. Parce que le fait est que j'avais un ami qui détestait à côté, quoi, donc je me suis posé des questions pendant que je regardais le film. Et du coup, c'est un film que j'ai beaucoup aimé après le coup, quand beaucoup de monde autour de moi en a parlé, en disant que c'était un film super bouleversant, tout ça. Et moi, je suis assez d'accord avec Violaine dans le sens où c'est un film que j'ai trouvé aussi très impressionnant, où il y a un côté, ça documente tout ce qui est justement le rapport de l'individu au système de façon très générale. Ouais, ça fait très grossier dit comme ça, mais moi, ce que j'ai trouvé très impressionnant, c'était le côté euh, tout individu ramené à sa simplicité, à son humilité, comme dit Louis, mais à la fois, tu sens l'énorme pression d'un système qui est très apparent dans le film et qui est très évident. Et c'est un film, je trouve, c'est assez rare où tu vois le système très frontalement et tu vois très frontalement aussi comment tout y est, comment, comment il oppresse tout sans cesse et comment tout y est toujours confronté en fait. Et pour moi, c'est des rapports qui sont très brutaux dans ce film et qui sont toujours traités avec énormément de douceur et de tendresse pour tous les individus qui sont dedans. Et ça, du coup, c'est aussi ce que j'ai beaucoup aimé après coup. Et puis j'ai aussi lu beaucoup de textes après que plusieurs personnes ont écrit sur le film. Et il me touche de plus en plus en tout cas. Donc ça fait plaisir d'en discuter. Ouais, moi du coup, à mon tour, en fait, je vais rejoindre un peu ce que tu as dit. Je pense que c'est aussi quelque chose de cet ordre-là, je crois, qui m'a touché en premier. Moi, j'ai vu le film 2 fois, donc je l'ai vu une fois en salle, et donc en février. Et j'ai beaucoup aimé le film sur le coup, sans être absolument passionné ou touché. Et comme toi, Blaise, c'est un peu avec le temps que ça m'est, avec les lectures et discussions, et puis avec le souvenir que m'a laissé le film, qui m'a vraiment travaillé, accompagné. C'est pour ça que là, j'avais envie d'en parler aujourd'hui, d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte que c'est un film qui m'accompagne beaucoup, alors même que sur le coup, je me disais non, je me disais pas sans plus parce que j'aimais beaucoup déjà, mais c'était plus une admiration un peu distante. Et j'ai revu le film hier soir, il m'a ému de façon beaucoup plus instinctive et directe. Mais du coup, moi, ce qui m'avait frappé et ce qui m'accompagnait avant même que je le revoie, c'était un peu ce que tu dis, Blaise, le rapport du coup de l'individu au système. Moi, je dirais même de façon un peu plus générale et sans doute un peu plus abstraite, pour moi, ce qui m'a touché en premier lieu, c'est à quel point l'émotion, elle se manifeste toujours très charnellement. J'ai remarqué que par exemple disons que à chaque fois qu'il y avait émotion ou contact ou relation concrète avec une chose, c'était toujours de l'ordre de la douceur, comme tu dis, tandis que tout ce qui était de l'ordre de la violence, c'était beaucoup plus une abstraction qui tournait autour du système, des institutions, qui là était nettement plus brutale. Moi, l'image qui m'était particulièrement restée avant que je le revoie hier, c'était la fin.
lorsque Richard Jewell, qui du coup vient d'apprendre qu'il est hors d'affaires, et il est là avec l'avocat dans une sorte de dîner, il est avec un petit donut et il croque à pleines dents dans son donut. Et sur le coup, pendant que j'ai vu le film, en fait, il y a une sorte de charge énorme de tension et de stress qui s'était ramassée dans son corps jusque-là et qui se libère d'un seul coup de façon très très vigoureuse. Et, euh, et j'avais vraiment senti ce relâchement de tout le corps, qui d'ailleurs est accompagné de larmes et de rires à la fois. Enfin, ça, je trouve ça très beau aussi, à quel point le personnage, à ce moment-là, il rit et il pleure. Et enfin, en fait, tu sens que c'est une libération totale, quoi. C'est quelque chose, il s'autorise enfin à ce que sa colère enfin, sa colère ou son émotion très rentrée jusque-là sorte un peu. Et c'est un truc qui, pour le coup, m'avait beaucoup touché sur le coup et qui m'avait fait déjà me rendre compte que le film, malgré tout, m'avait bien emmené, on va dire. Et dans le film, d'ailleurs, il y a beaucoup de câlins très émouvants. Il y a aussi plein de petits détails, en fait, sur toujours le toucher et les choses concrètes. Par exemple, il y a un truc à la fin, genre quand la mère, elle récupère ses tupperwares, elle les caresse presque, parce que du coup, le FBI avait réquisitionné ces tupperwares, et elle les caresse comme ça à la fin, enfin, elle les prend d'une façon caressante, disons plutôt. Et plein de trucs comme ça dans le film qui sont toujours très... le contact concret aux choses est toujours très important dans la relation qu'on noue avec les choses. Et du coup, en fait, la violence, elle se creuse vraiment dans l'abstraction, dans quelque chose qui est beaucoup plus extérieur à soi, extérieur à l'individu, au charnel, on va dire. Par exemple, tout simplement, le FBI qui, comme le titre français, fait de Richard Jewell un cas. Le titre français, moi, me gêne un peu parce que je trouve que justement, il prend un peu le parti en un sens, pour le FBI ou pour la presse, c'est de faire un cas de Richard Jewell, alors que le titre américain, c'est juste Richard Jewell. Et c'est donc Richard Jewell, ça comprend le cas, mais ça comprend aussi le nom et ça comprend aussi le corps et ce qu'il vit. Voilà, ou par exemple aussi les journalistes qui privilégient toujours le scoop ou l'information à la rencontre. Et vis-à-vis de cette tension-là, du coup, entre le concret et l'abstrait, moi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement touché et je trouve que dans les critiques que j'ai pu lire, il y a souvent une certaine injustice vis-à-vis de ça. C'est le parcours du personnage d'Olivia Wilde, du coup, qui est la journaliste, Cathy Scruggs. Et donc c'est une journaliste qui est présentée au départ comme quelqu'un d'assez cynique, qui lors de l'explosion au début, en fait, elle dit directement qu'elle espère que ça fasse un scoop, que le personnage soit intéressant, enfin que le terroriste soit intéressant pour qu'elle puisse en parler dans son journal et que ça fasse un scoop, alors que voilà, elle s'inquiète pas du tout des victimes ou de quoi que ce soit. Elle passe par plein de fourberies pour parvenir à ses fins, notamment la fameuse scène, enfin je vais expliquer vite fait du coup, mais c'est une scène qui a fait un peu polémique aux États-Unis parce qu'elle propose à un flic du FBI de coucher avec lui. Enfin, elle propose à demi-mot de coucher avec lui en échange d'une information. Et en fait, ça a fait polémique parce que la vraie Cathy Scruggs, entre guillemets, n'est pas passée par là, en fait, pour avoir l'info. Mais bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et du coup, elle participe grandement de l'oppression subie par Richard Jewell, mais pas par méchanceté délibérée, en fait. C'est vraiment plutôt pour la gloire et le succès. Et en un sens, elle recherche un peu la reconnaissance dans son travail, comme Jewell lui-même. Et ce que je trouve très beau avec cette Cathy Scruggs, c'est qu'elle prend conscience du mal qu'elle a causé à partir du moment où elle a affaire à Jewell en chair et en os dans son bureau. Et donc, il débarque avec son avocat pour, selon ses mots, renvoyer les coups. Et pendant que son avocat l'engueule, elle, la journaliste, Richard Jewell est à côté, il est là, il est tout penaud, il baisse la tête comme un enfant. Et, euh, et elle, en fait, elle tente de se défendre évidemment face à l'avocat parce elle est un peu hargneuse, etc. Et en même temps, elle voit aussi Richard Jewell à côté, elle le voit avec sa gêne et son humanité, si je puis dire. Et il n'y est pas insensible et ça provoque chez elle une sorte de premier déclic, puisqu'après les scènes suivantes, on la suit encore elle presque en tant que personnage principal pendant une petite partie du film. Et, euh, et du coup, la scène suivante, on la voit vérifier la culpabilité de Richard Jewell alors qu'elle l'avait pas fait du tout jusque-là, alors que c'est elle qui avait quand même mis en avant son cas, etc. Et donc, on sait que le terroriste a donné depuis une cabine téléphonique une alerte à la bombe à 23h57, que Jewell a trouvé le sac contenant la bombe à 23h58. Et en fait, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle va compter les minutes qui séparent la cabine téléphonique de la tour où a lieu l'explosion. Et c'est comme ça qu'elle se rend compte que Jewell ne peut pas avoir fait le trajet aussi vite, donc qu'il est innocent. Et je trouve ça vraiment magnifique ce moment-là parce qu'en fait, du coup, sa prise de conscience, elle s'opère complètement dans un simple comptage des minutes à pied. Et en fait, il lui faut refaire elle-même le chemin pour qu'elle se rende vraiment compte de son erreur. Et je trouve ça vraiment dingue, en fait, toute cette énergie déployée par le FBI, par la presse, dans tout le film, à partir de rien de tangible, alors qu'en fait, il suffit de marcher 6 minutes à pied pour se rendre compte qu'il n'est pas coupable, de faire juste une petite marche à pied, justement très concrète. Enfin voilà, donc cette tension-là entre le concret et l'abstrait dans le film, elle m'a semblé vraiment très importante. Et c'est ça qui m'a retenu en premier lieu, on va dire.
Ouais. Voilà, je sais pas si vous avez des choses, si vous Moi, aimeriez rebondir sur un point en particulier. je voulais juste. Ah, pardon. Je voulais juste Non, dire, non, vas-y. par rapport au concret abstrait, etc. Moi, une des choses qui m'avait un peu perturbé quand j'avais fini le film, c'est que, enfin, là où j'étais pas entièrement convaincu, c'est que j'avais un peu l'impression de voir, sur le coup, j'avais un peu l'impression de voir Sully, mais un peu moins réussi, enfin, un peu plus grossier, un peu plus qui va avec des grosses potes pendant tout le film. Parce que moi, Sully, c'était vraiment un film qui m'avait énormément bouleversé. Et en plus, c'est un film assez récent, Clint Eastwood, donc il a fait il y a pas longtemps avant, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment bouleversant. Quand je suis sorti du film, j'étais en mode, Ouah, quel film de ouf, trop bien. Et puis là, moi, j'avais un peu l'impression que c'était pareil, un peu plus grossier, quoi. Et puis en fait, au fur et à mesure, en y réfléchissant, je me suis dit que la différence quand même, c'est que dans Sully, le système, il reste une entité, entre guillemets, où c'est vraiment Sully contre l'Amérique ou Sully contre le système, quoi. Et alors que là, dans Richard Jewell, même le système, il n'existe pas sans les personnages qui le constituent. Enfin, par exemple, l'agent du FBI, la journaliste, c'est au final le seul système qu'il y a dans le film, c'est qu'ils sont à travers eux. Et ils sont à travers ces personnages-là qui ont aussi une grosse identité et une grosse personnalité et qui sont aussi entièrement pris en compte dans le film. Et je pense que c'est aussi par rapport à ça, par rapport au concret et abstrait, c'est que la différence, c'est qu'il n'y a rien. Enfin, le système est seulement abstrait dans le film, mais tous les personnages, tous les individus en soi sont hyper concrets de leur côté. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Et enfin, moi, j'adore Sully, c'est peut-être mon film préféré de Eastwood, de ceux que j'ai vus, et un de mes films préférés de ces 10 dernières années, etc. Mais Sully, je trouve qu'il est plus. Enfin, c'est pas du tout un reproche derrière, mais c'est pour marquer la différence. Il me semble qu'il est un peu plus théorique que ce film-là. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, Blaise. Enfin, cette idée qu'il y ait vraiment tous les personnages justement très concrètement, très humainement, etc. Et d'ailleurs, j'ai lu plusieurs fois et notamment dans les critiques négatives, mais même parmi les critiques des gens qui ont beaucoup aimé le film, dire que les personnages étaient un peu médiocres, horribles, misérables, etc. Et en un sens, ils peuvent le paraître si on se base sur une sorte de définition très, très lapidaire des personnages. On pourrait dire Cathy Scruggs, elle est cynique, Richard Jewell, c'est un beauf, Watson Bryant, c'est un avocat très paternaliste, etc. Mais en même temps, je trouve que ce serait très injuste à leur égard, en fait, parce qu'il y a un tas de choses chez eux qui viennent entrer en contradiction avec cette sorte de typage de base. Et je trouve, en fait, ce que je trouve justement aussi très beau dans le film, c'est que il est pas seulement dans une sorte de trucs, on type les personnages comme ça et ensuite on montre qu'ils sont pas que comme ça. Il est plutôt dans une sorte de circulation constante entre les deux. En fait, il accueille vraiment, je trouve, cette contradiction. Et je trouve que c'est sa grande humilité aussi. C'est à quel point cette contradiction-là, elle est, comment dire ça? Enfin, elle est courante en un sens, dans le sens où elle habite vraiment tout le monde, et aussi dans le sens où elle court, elle se balade dans le film comme ça. Et je trouve que le geste d'Eastwood à ce moment-là, c'est vraiment de l'ordre de l'effacement vis-à-vis de ça et des personnages. Et on les regarde en entier, en fait. Ils sont vraiment pleins et entiers. Comme quand on dit, genre, lui, c'est un mec entier. Et ben, je trouve que le film, c'est ça. C'est un film vraiment entier dans ce sens-là. Il est rond, il est bien fini, il est parfaitement clair, à l'image de Jewel lui-même. Et je trouve vraiment, voilà, moi, je trouve ça très, très beau à quel point cette attention vraiment pleine existe, tout en pour autant s'accommodant très bien d'une charge critique vraiment virulente. Enfin, c'est pas comme un film comme Les Misérables où il y a une sorte de truc. Moi, je suis pas manichéen, moi, je suis pas machin. C'est voilà, je trouve que là, le film, il est, c'est pas juste, je ne suis pas manichéen, je ne suis pas anti-flic, je ne suis pas machin. C'est plutôt un truc, il englobe tout, il prend tout en charge en fait. C'est ça que je trouve vraiment admirable. Désolé, j'ai Parce que peut-être un peu trop parlé, mais ouais, du coup, Louis, ce vas-y, tu voulais dire quelque que, chose. ce que tu dis, je trouve, reconnecte plusieurs choses qui ont été évoquées jusque-là, notamment sur ce processus, alors que j'appelle réhabilitation, mais qu'on pourrait appeler autrement, sur l'entièreté du personnage et même des personnages qui sont portraiturés, puisque euh, j'ai aussi l'impression que Clint Eastwood a ce respect, cette humilité qui parfois semble presque écrasante dans le film. On a presque une impression que Clint Eastwood est intimidé par ce sujet, cette personne, ce qu'elle a vécu, ce qui donne aussi ce côté très, très fort au film et très, très humble qui participe à ce qu'on soulignait jusqu'ici. Et cette entièreté que tu disais des personnages, finalement,
fait qu'on se pose à peine la question du manichéisme. Parce qu'on sent que Richard Jewell est donné dans tout ce qu'il a d'humain et tout ce qui a construit son humanité à travers évidemment le prisme de cet événement. Et ça rejoint du coup ce que disait Violaine tout à l'heure sur le fait que ce processus que Clint Eastwood construit depuis plusieurs films sur la question beaucoup plus complexe qu'il y paraît du héros, comment on construit un héros, comment le cinéma aussi s'empare de ces figures pour les incarner, etc., ou en tout cas les mettre en incarnation. Et ce que je trouve absolument fascinant, c'est que dans Richard Jewell, on est dans. Je trouve que tout d'un coup, toutes les critiques qu'on peut faire à Clint Eastwood fonctionnent très mal, puisque Richard Jewell est donné dans toute sa médiocrité. Alors attention, je dis absolument pas médiocrité d'un point de vue péjoratif sur Richard Jewell lui-même, mais dans toute sa médiocrité humaine, c'est-à-dire dans tous les travers qui le constituent, et qui sont partie intégrante de ce qui a été pris en compte pour en faire un héros puis un ennemi numéro un lorsqu'il a vécu l'événement. Et je trouve que il y a ce grand paradoxe de ce que je soulignais en ouverture de Clint Eastwood qui met une énergie folle pour réhabiliter, et moi je maintiens ce terme parce que je pense qu'il y a beaucoup de ça là-dedans. Et d'ailleurs, je te rejoins complètement, Melaine, sur le côté problématique du titre français, puisque ce titre américain Richard Jewell fait vraiment briller tout à coup ce nom, absolument pas briller au sens où Hollywood, les paillettes, etc., mais tout à coup, on parle de Richard Jewell, on montre Richard Jewell, on lui donne une nouvelle incarnation, etc. D'ailleurs, je te coupe 2 secondes, juste au Ouais. début du film, ce que je m'en suis rendu compte en le revoyant hier, je n'avais pas spécialement remarqué la première fois, c'est qu'il y a le nom de la maison de production, enfin des 2 maisons de production, le titre donc qui est Richard Jewell, et ensuite ça commence. C'est vraiment, il y a pas le nom de Clint Eastwood, il y a pas le nom de personne, il y a Richard Jewell, et ça commence et on voit le bâtiment, et ensuite on voit la porte avec marqué, je sais plus quoi, en gros son poste, et là on le voit ouvrir la porte et il arrive dans le film, quoi. Enfin, vas-y. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un paradoxe qui en fait n'en est, je crois, pas vraiment un, entre ce processus de Clint Eastwood, donc de réhabilitation, etc., et en même temps, tous les travers de Richard Jewell qui sont montrés sans être soulignés, mais comme tu le disais, Melaine, qu'on pourrait attribuer, si on restait au degré de lecture le plus basique, à de la beaufrie, etc. Mais en même temps, ce qui fait la beauté du portrait que fait Eastwood de ce personnage, c'est que à chaque fois qu'on va souligner un défaut chez un personnage, etc., finalement, on se rend compte qu'ils sont pratiquement tous animés par quelque chose de très profond et de très sincère. Et Ouais. Richard Jewell, c'est celui sur lequel ça se vérifie le plus, parce que on peut ne pas être d'accord avec lui, on peut trouver problématique certaines de ses positions, mais elles sont toujours posées dans le film comme des positions dans le monde, face au monde, qui sont tenues par Richard Jewell. Et je pense notamment, en premier lieu, à son obsession, qui est un des points fondamentaux sur lequel le film revient dans l'enquête du FBI, pour une certaine conception de l'autorité, et la place que lui a envie de vivre, entre guillemets, dans ce processus-là d'autorité, qui en fait, on le comprend assez rapidement, est la place dans le monde qu'il veut se donner. C'est sa manière de s'intégrer dans le monde, de manière très concrète, et en même temps, il y a quelque chose de tellement sincère dans le personnage, mais pas sincère dans le sens guimauve, où on va associer au personnage une sincérité un peu méprisante, en disant oui, mais au fond, vous savez, il est un peu limité, c'est sa manière de voir le monde. Non, pas du tout. Si Richard Jewell, c'est quelque chose qui l'anime humainement, et c'est un des éléments qui permet de comprendre ce qui l'amène à devenir cette figure que Clint Eastwood reprend, qui est quand même une figure qui a été abîmée médiatiquement. Puisqu'évidemment, le nom de Richard Jewell aux États-Unis renvoie à l'affaire, etc. Le deuxième élément sur lequel je voulais rebondir, et après je libérerai la parole, promis, c'est tout ce que tu disais, je reviens un tout petit peu en arrière, mais c'est aussi lié sur tout ce processus, enfin pas ce processus, mais toute cette manière d'aborder le corps, etc., à laquelle je t'avoue, j'avais pas forcément été très sensible, et maintenant que tu me le dis, notamment cette scène à la fin avec le donut me revient en tête. Mais moi, j'ai envie aussi de voir quelque chose par rapport à ce que tu disais, en le connectant avec le travail des acteurs, qui est quelque chose auquel je suis assez peu sensible en général au cinéma, mais là qui m'a vraiment frappé, parce que déjà, chose assez rare, moi j'ai trouvé tous les acteurs assez sidérants, et en fait moi je me rends compte que je sais jamais vraiment quand est-ce que je trouve un acteur bon, etc., parce que en général quand c'est trop naturaliste, ça m'intéresse pas spécialement, quand c'est trop outrancier, ça me passionne pas forcément non plus, et là il y a quelque chose qui m'a vraiment fasciné dans le jeu des acteurs, et notamment dans cet interprète qui joue Richard Jewell, qui s'appelle Paul Walter Hauser, et qui a cette caractéristique de ne pas être très connu,
Et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez important dans Ouais. la manière dont on perçoit le film, parce que tout à coup, et en fait, ça me vient en tête par rapport à ce que tu disais, c'est que ce comédien, qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'écran, qui n'est pas très connu, etc., délivre un travail d'incarnation qui est assez fascinant, et ça va bien au-delà du jeu d'acteur, qui est déjà en lui-même assez poignant, etc., où il délivre une performance d'acteur assez saisissante, émouvante, etc. Mais au-delà de ça, dans le corps, la manière de se mouvoir, et justement la manière d'habiter le monde, ou de tenter d'habiter ce monde, qui se retrouve tout à coup reconditionné par tout ce qui se passe autour de Richard Jewell, il me semble qu'il y a quelque chose d'assez impressionnant qui est fait avec cet acteur, qui est absolument pas utilisé comme un pantin, mais qui embrasse pleinement justement ce projet du film qui est un des aspects du film sur lequel on discute depuis tout à l'heure. Voilà, c'était juste pour reconnecter ces éléments, pour terminer sur l'acteur qui fait un travail qui va bien au-delà du jeu pur et de la performance d'acteur en tant que tel. Évidemment, c'est aussi lié au choix de Clint Eastwood de se saisir de ce comédien qui a la place. Il me semble que Richard Jewell devait être incarné par Jonah Hill, Ouais, c'est ça. Et qui, l'avocat par DiCaprio, ouais. voilà, qui se retrouve producteur du film, qui ont été du coup associés au projet. Le film devait être réalisé par Paul Greengrass, après il est tombé dans les mains d'autres cinéastes, David Russell je crois, et finalement quand il a échoué dans les mains de Clint Eastwood, il en a fait quelque chose d'autre. Mais du coup ce choix d'acteur me semble quand même un point assez important par rapport à ce qu'on disait. Le film aurait été moins bien avec DiCaprio, je pense. Hein. Ouais, bah oui. Enfin, à titre personnel, je pense que. Je sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus. Moi, ça aurait été plutôt pour rebondir sur la question de l'entièreté des personnages, en fait, le premier point dont Louis a parlé en rebondissant sur toi, Melaine, sur cet aspect. En fait, on pourrait tellement facilement être dans la caricature, mais on n'y est jamais, en fait. Et tous les personnages pourraient s'y prêter. Et à la limite, moi, j'avais peut-être plus une petite réserve sur le personnage de la journaliste, que je savais pas trop par quel bout la prendre, mais après ce que tu as dit, Melaine, ça éclaire un peu plus, je trouve. Et du coup, je veux bien lui concéder aussi de ne pas être tant dans la caricature que ça. Parce que même moi, son renversement, un peu de tout d'un coup, elle se rend compte. Ouais, moi aussi, ça m'a un peu Effectivement, perturbé. c'est là où j'ai eu peut-être un tout petit peu plus de mal dans le film, mais sinon, sur l'ensemble, enfin, les personnages ont toutes les facettes en fait, et ils sont jamais réduits à un seul aspect de leur personnalité. Enfin, ce serait tellement facile de faire un Richard Jewell voilà, complètement beauf et abruti, complètement ridicule en fait, dont on pourrait si facilement se moquer, et le regard est jamais porté comme ça sur lui. Et ça rejoint sur toute la tendresse en fait, finalement qu'il y a envers ce personnage, avec tous ces aspects un peu problématiques qui porte malgré lui, quoi. Mais en fait, s'il n'avait pas été traité comme ça, je pense que ça aurait posé problème. Enfin, ces aspects problématiques auraient été justement auraient concentré trop d'attention et auraient complètement éclipsé toute forme de réflexion sur la société américaine et le besoin de sécuritaire en fait auquel répond aussi Richard Jewell. Et oui, voilà, donc il y a de l'humour en fait dans le film, il y a pas mal d'humour, mais c'est un humour qui est jamais à l'encontre des personnages en fait. Il vient souligner des choses chez eux, c'est le coup des fusils sur le lit et des impôts impayés, quoi, mais c'est finalement ça condamne pas Richard Jewell, quoi. Ça l'enferme pas là-dedans. Et justement, en fait, parce que je pense que l'avocat est le personnage qui fait le lien, en fait, avec tout le monde aussi, et qu'il a une place très, très importante dans le film, et que c'est grâce à lui, en fait, qu'il peut y avoir ce point de vue un peu extérieur, en fait, finalement, à cette situation, où il n'appartient pas vraiment au milieu de ces personnages, et où il peut permettre un peu plus. Moi, je pense que c'est par lui qu'on entre dans le film, en fait, et qu'on a le regard sur Richard Jewell, et que le regard de l'avocat, c'est le regard de Clint Eastwood, en fait, quand il lui dit que c'est la seule personne à ne pas l'avoir considéré comme un abruti, à ne pas lui avoir dit gros lard, etc., avoir été méchant avec lui, quoi. C'est exactement ce que Clint Eastwood est en train de faire dans le film, alors que ça serait tellement plus facile, en fait, d'être un connard avec Richard Jewell.
Et Mais d'ailleurs, vas-y Louis. non, très très rapidement, parce qu'en plus, ce que tu dis sur la séquence des fusils, qui est effectivement un moment assez étonnant dans le film et qui fonctionne. Enfin, en tout cas, les gens dans la salle ont ri. Ça rejoint ce que tu disais au tout début et que tu as rappelé maintenant, c'est qu'en plus, ce qui fait que ce moment est vu comme comique, c'est que le spectateur est complètement relié à la sidération de l'avocat. Et qu'en fait, tout à coup, on est unis sur. Enfin, ça sort pas dans le film tout seul, c'est que dans le film même, dans le rapport entre les personnages, on a déjà un point de vue qui va, entre guillemets, accompagner celui du spectateur sur l'avocat qui est complètement sidéré par cette collection qu'on retrouve chez Richard Jewell et qui permet, je pense, de participer à ce que tu disais, de ne pas rire contre les personnages, mais de complètement intégrer ces choses-là à ce qui est en train de raconter le film, de montrer et de construire des personnages. Et ça devient pas du coup un élément, parce que c'est un peu gros, si tu veux, ce truc. Et ça pourrait être un élément qui, tout à coup, déconnecte un petit peu avec tout le reste, mais comme c'est rattaché au regard de l'avocat, eh ben, ça va s'intégrer à tout ce travail qui est fait sur les personnages, etc. Et ça vient absolument pas desservir ce qui a été construit, parce que c'est ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, je pense que c'est assez facile et rapide de faire s'effondrer un personnage sur une séquence, sur un élément clé, etc. Et là, ça ne s'effondre jamais, ça tient toujours. Pardon. C'est déjà Je t'ai coupé, Mélanie. la caméra se tient entre les acteurs et pas au-dessus d'eux, et du coup ça donne une forme d'égalité, et même la caméra est égale au personnage. Comme ça, Ouais. Et d'ailleurs, même je dirais même qu'elle a une confiance extraordinaire en les personnages. Et c'est ça moi aussi que dans le parcours de Cathy Scruggs, là, la journaliste. Moi aussi, la première fois que je l'ai vue, disons que j'avais envie de trouver ça beau, le fait qu'elle ait une sorte de rémission, parce qu'en fait, elle quitte le film en pleurant au discours de la mère. Et du coup, là, en fait, on se rend compte c'est une rédemption. Hein. Voilà, et après, elle disparaît du film complètement après ce moment-là. Et moi aussi, au début, je trouvais ça un peu facile parce que ça va très vite. Mais en fait, là, en revoyant hier, je me rends compte que, pour moi, c'est vraiment une sorte de confiance énorme du film, à la fois en ses personnages et même en les scènes qu'il présente, quoi. Par exemple, le début, ça va, en 6 minutes, il y a 3 scènes et ça fonde directement un lien très fort entre deux personnages. C'est pareil, ça va extrêmement vite aussi. Et là, les 4 scènes avec Cathy Scruggs qui se suivent, c'est quand même 4 scènes à la suite, il n'y a rien entre. Et c'est 4 scènes qui lui servent à chaque fois de 4 temps de rémission, quoi. En musique, ça sera en 4 temps, hop, pif, paf, pouf, boum, et puis voilà, c'est fini. Et par rapport aussi à ce personnage, il y a un texte sur Contrebande de Swan qui parle du personnage de Cathy Scruggs et qui parle en fait d'une scène très précise qui est vers le début, donc c'est avant ce parcours-là de rémission, où en fait elle arrive dans le bureau et c'est le lendemain du moment où elle a imposé son scoop, c'est Richard Jewell qui a posé la bombe lui-même. Donc elle arrive dans le bureau le matin et en fait tout le monde l'applaudit. Et là elle a un moment de petit doute, elle se demande un peu pourquoi, puis en fait très vite elle comprend que c'est parce qu'elle a fait la une avec son article. Et là elle éclate de rire, mais d'un rire vraiment très très fort et très sincère, et d'ailleurs qui est extraordinaire d'un point de vue, encore une fois, de l'incarnation de l'actrice. Enfin, vraiment, tu te dis, voilà, elle pourrait être en face de soi et très communicative, du coup. Et je trouve ça vraiment très beau parce que ça peut être ça pourrait être cynique, en fait. C'est dans le sens où elle est quand même contente parce qu'elle a fait parce que son article, il est quand même, enfin, pas son article, mais sa façon de gérer l'article, d'imposer Jewell comme celui qui a posé la bombe alors qu'on n'en sait rien du tout, c'est quand même assez abject. Et en même temps, sa joie à ce moment-là, elle est tout à fait sincère. Et c'est ce qu'écrit Swan dans son texte. À la fin, il met prière de la regarder, elle et sa joie non feinte. Et je trouve ça très vrai, en fait. C'est la regarder, c'est ce que fait le film, en fait. Il la regarde avec sa joie non feinte, alors même qu'il peut. C'est ce qui supprime rien, en fait, à la charge critique virulente envers le cynisme et l'abjection des méthodes employées, mais ce qui en même temps, prend quand même aussi en compte tout simplement le personnage en ce qu'il est humain et vivant et en ce qu'il vit. Et moi, en revoyant le film, notamment à la lumière du texte de Swan aussi, hein, mais en revoyant le film hier, j'étais très touché en fait par cette scène aussi, avant même du coup son parcours de rédemption, si on peut dire, quoi. Et du coup, même ce personnage-là, je trouve qu'il est dans cette même, j'allais dire dynamique, je sais pas si on peut dire dynamique, mais dans cette même, il est regardé de cette même façon que Richard Jewell aussi, au fond, au bout du compte, quoi. Enfin, comme Richard Jewell à la fin du film, quand on voit qu'il a le costume de flic, il y a une sorte de petite gêne ou de petite peine. Enfin, en tout cas, moi, je m'étais dit là, bon,
c'est un peu dommage, il est quand même devenu flic après tout ce qu'il a vécu, alors que bon, le film est quand même sacrément accable, quoi. Mais il est quand même, il est quand même devenu flic, et c'est pas critiqué par le film. Et sur le coup, j'étais un peu gêné. Et en fait, je trouve pas ça gênant parce que, en fait, vu tout le parcours du film, je veux dire, à un moment donné, on peut pas dire que le film dit c'est bien de devenir flic, parce qu'on voit bien dans tout le film que non seulement le FBI a des méthodes pourries, mais que même tout ce qui est montré dans le film, je trouve, c'est que la fonction même de flic induit un rapport d'oppression ou de domination qui est quand même nécessairement problématique. Et le film montre bien ça, et pour autant, le personnage, à la fin du film, on le voit flic, et avec le visage lumineux, on sent qu'il est épanoui de sa nouvelle fonction de flic. Et ce que je trouve beau, en fait, c'est que ce qui est touchant à ce moment-là, c'est pas tellement qu'il soit flic, c'est qu'il il est tout simplement accompli son rêve, disons, en fait, il est devenu ce qu'il voulait devenir, quoi. Et alors, Et bon, il on se sent trouve que qu'il ce a qu'il voulait trouvé devenir, c'est une... flic, mais Mm. ça aurait pu être autre chose. Ce qui est très beau, c'est qu'il est devenu ce qu'il est devenu, ce qu'il voulait devenir. Et on sent qu'il a trouvé une place aussi, en fait. Voilà, c'est ça, ouais, Il aussi. y a- Et puis l'uniforme qui tout à coup va transformer aussi sa manière de se mouvoir, etc. Alors, Se tenir, j'ai Ouais. pas en tête tous ces éléments-là, ça me revient par rapport à ce que tu disais, mais c'est vrai que l'uniforme, par rapport à la manière dont Richard Jewell est habillé, toujours en chemise, etc., dans le film, il y a notamment au début où il a quand même cet uniforme et où on sent que de manière très basique, hein, l'uniforme le transforme entièrement, ça transforme son comportement, etc. Mais où lui a l'air de vivre ça comme une espèce de truc un peu transcendant et d'accomplissement de lui-même, où tout à coup il est son moi augmenté ou son moi entier. Et en fait, c'est pour ça que je trouve ça assez touchant parce que aussi déplaisant que ça puisse être pour chacun, etc., dans la conception du monde que lui semble défendre, bah, c'est quand même celui qui défend, ou en tout cas celle qui l'anime, et en fait, ça montre, à mon avis, sans complaisance, que ce qui est montré, c'est pas montré comme un accomplissement de manière objective, c'est montré comme l'accomplissement de Richard Jewell. Et comme le film est rattaché à cette personne, ce personnage, tout au long du film, ça devient très touchant, parce que c'est montré avec une vraie bienveillance qui en même temps ne tombe pas dans de la complaisance. Ou en tout Ouais. cas dans un truc très tranché en disant bah si c'est lui qui a décidé ça, c'est très bien, etc. Non, en fait, on est obligé de se rendre à l'évidence que c'est ce qui anime, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est ce qui anime Richard Jewell, et on sent que c'est pas quelque chose de léger pour lui, et que ça structure sa manière de voir le monde, etc. Et que sans ça, on ne peut pas comprendre, en fait, pleinement qui il est. Alors évidemment, on ne pourra jamais comprendre pleinement qui il est, mais en tout cas, c'est absolument essentiel. Et en plus, ça permet, à mon avis, et c'est là aussi où c'est intelligent de terminer le film là-dessus, c'est que c'est très éclairant sur la manière dont il a vécu de manière extérieure, en tout cas la manière dont on a pu observer la manière dont il a vécu tous les événements. Et qui participe au fait qu'il n'est pas décrédibilisé quand il va coopérer avec le FBI alors qu'on lui dit de ne pas le faire et que ça le dessert, etc. On comprend à quel point c'est pas uniquement de la bêtise, etc. Que ça va bien au-delà de ça, que c'est plus compliqué et que ça engage un rapport au monde d'un individu qui s'est donné des ambitions, qui s'est donné des idéaux, etc. C'est pour ça que cette fin, elle m'a plutôt touché là où elle devrait déjà individuellement et personnellement et à l'échelle du film, elle devrait presque tous nous révolter, puisque le film fait ce travail de regard quand même, comme tu le disais, assez critique sur certaines institutions, et notamment celles que Richard Jewell idéalise. Ouais, même virulemment critique, je dirais, hein, parce que c'est quand même, enfin, vraiment, moi je trouve que le film, C'est vrai. il y a un côté, il donne presque envie de se révolter, quoi, à la fin, je trouve. Enfin, et en plus, il est très Ouais. très oppressant. Enfin, pas le film directement, mais les énergies déployées dans le film sont très très oppressantes. Ce ressenti-là, il est plus de l'ordre de l'incompétence parce que, en fait, je connais pas parfaitement le fonctionnement du FBI aux États-Unis et la manière dont ça se structure, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment le FBI qui est dans le viseur de Clint Eastwood, et il me semble que quand on voit des flics à proprement parler, c'est soit très secondaire, soit c'est des figurants. Il y a ce gag, par exemple, avec les portières des voitures de flics, etc. Mais après, voilà, il y a juste ce truc sur lequel j'ai du mal à être tranché, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est le FBI qui est au centre des préoccupations de Eastwood, et je sais pas si c'est tant, évidemment, ça relève de l'autorité, ça relève d'une certaine manière de réguler un peuple, etc. Mais
il y a vraiment ce truc du FBI qui est montré à travers des personnes puissantes. Et en fait, on se rend compte que le flic est un figurant comme un autre et que c'est pas cette figure-là que Clint Eastwood vient entacher. Du coup, le fait que Jewel mette à la fin cet uniforme en particulier, qui est un uniforme de policier, va pas en totale contradiction avec ce qu'a pu montrer et dire le film. Je sais pas, parce que malgré tout, au début, il y a quand même la scène du campus, où en fait, donc c'est sur un campus et il est gardien, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, gardien de la sécurité. Enfin, en tout cas, il a un Veilleur, costume ouais. de flic d'ailleurs, hein. Et il a un costume voilà, de flic de sécurité du campus. Et il est absolument exécrable avec les étudiants. Et en fait, cette scène-là, elle suit directement une scène qui s'était pas tout à fait terminée, mais presque sur l'avocat qui lui dit. S'il vous plaît, si vous arrivez aux fonctions que je sais plus comment il le dit, mais Ne si devenez vous pas un gagnez, sucré. enfin, en tout cas, voilà, il dit ne devenez pas un connard parce qu'un peu d'autorité peut faire devenir, enfin, peut transformer un homme en monstre. Et juste après, il y a une ellipse de 10 ans d'un seul coup qui du coup passe de 86 à 96 et qui nous présente directement Jewel avec son costume. Donc vraiment, et en plus on voit très apparemment son costume et il est devenu un connard en quelque sorte. Enfin, en tout cas dans cette scène-là, il est extrêmement agressif et autoritaire et oppressant auprès des étudiants qui font que boire leur bière dans leur chambre. Et lui, il entre de force dans la chambre, il le pousse par terre, etc. Et en plus, de façon très, très autosatisfaite. Et du coup, quand même, et pourtant, il appartient pas au FBI, mais je pense que le film, là-dessus, sur cette scène-là, c'est quand même assez net que son comportement est pas souhaitable, disons. Même Ah oui, si, oui, à voilà, l'échelle comme du dans tout personnage, film, oui. donc je pense que c'est quand même pas que le FBI. Il y a toujours cette idée du costume du flic. Voilà. Après, voilà, le FBI, oui, parce que ça représente une institution importante aux États-Unis et qu'il y a cette. Voilà, bon, déjà, il y a toujours la bravade d'Eastwood contre les institutions. Je pense que ça, c'est assez récurrent. Et puis aussi, tout simplement, parce qu'on voit bien que l'institution FBI, particulièrement comme l'institution presse média, n'est pas du tout à l'écoute du personnage de toute façon et de quiconque. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Elle en fait un cas, elle en fait un scoop, un nom, les gros titres, mais c'est pas lui quoi. Elle prend pas en compte son entrée en présence en tant que personnage et être humain. Mais du coup, je sais pas si c'est que contre le FBI. Pour le coup, moi, cette scène du campus, je trouve qu'on voit bien quand même que c'est pas que le FBI, que c'est aussi une histoire de. Non, non, je disais pas que c'était que contre le FBI, parce que justement, en plus, je pense que le FBI incarne aussi quelque chose, mais juste que à la fin, quand il a cette tenue, il n'est pas uniquement associé à tout ce qu'a dit le film sur le, 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 le pouvoir, ce que le pouvoir implique dans un processus de répression, etc. Je pense que Ouais. c'est pas aussi tranché, en fait. Je dis pas que t'étais tranché, hein. Évidemment, comme tu le disais, cette fin, elle est pas totalement blanche ou noire. Mais y a quand même ce truc où les grands méchants du film sont des personnages extrêmement puissants dans la hiérarchie même du système qu'ils représentent. Ouais. Et c'est ce truc. C'est pour ça que je te disais que ça relève de l'incompétence parce que je suis absolument pas tranché, etc. Mais j'ai une intuition un peu étrange. Où, en plus, comme c'est des personnages qui sont explicitement en haut de l'échelle, enfin en tout cas très haut placés dans l'échelle, et que ça va participer au processus d'oppression que va subir Richard Jewell, parce que c'est aussi ce statut qui leur permet de l'oppresser à ce point. Je trouvais que ça participait à rendre tous ces éléments, et notamment cette fin, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraissait. Mais effectivement, la séquence dans le campus, elle appuie quelque chose assez fortement. Elle appuie et ça fait directement mal au personnage d'ailleurs, parce que effectivement, très très rapidement, on passe une séquence presque, quand on n'a pas vu encore le reste du film, presque bisounours, presque malaisante. Le montage fait vraiment ça en plus, c'est qu'on passe des paroles de l'avocat à justement directement la mise en œuvre du comportement que l'avocat décriait juste avant. Il mettait en garde Richard Jewell et hop, la séquence juste après, il est en train de mettre en œuvre exactement ce à quoi essayer enfin, en tout cas, l'avocat essayait de le mettre en garde sur ces comportements-là.
Donc oui, il y a quelque chose de très appuyé effectivement, mais tout ça en fait c'est juste pour, moi en tout cas je voulais juste souligner ça pour dire que ça participait à ce qu'on disait depuis tout à l'heure et ce que Violaine avait dit dès le départ, c'est le fait que le film est plus complexe, non seulement que ce qu'il semble lui mettre même en œuvre, est plus complexe que ce qu'on prête en général comme intention à Clint Eastwood. D'ailleurs, Mélène, le j'ai une montage. petite question. Ouais, vas-y. Toi qui l'as revu il y a pas longtemps, est-ce qu'il y a une scène d'entretien d'embauche avec le directeur du campus ou pas? Non, et par contre, il y Ok, a la scène où il d'accord. se fait virer, en fait. La C'est scène où il se après. fait virer. Ça, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et ok, d'accord. Parce que, alors dans cette scène où il se fait virer, euh, en fait, il y a une erreur. Pour moi, là, ce dont vous parlez, en fait, ce qui est critiqué par Clint Eastwood, c'est plus un certain discours sur la police et sur la volonté un peu d'autorité et de sécurité qui est diffuse en Amérique, quoi. Euh, Richard Jewell, en fait, il a juste mal interprété, en fait. Il a surinterprété, en fait, ce qu'on lui demandait de faire. Et c'est ça, en fait, dont on se rend compte, qui en fait est critiqué par le film, c'est cette surinterprétation. Et c'est toute la limite, en fait, d'ailleurs, de ce qu'on peut interpréter ou pas dans les ambitions sécuritaires euh, qui, qui existent en Amérique, quoi. Enfin, j'arrive peut-être pas trop à le formuler parce que ça me vient comme ça, mais enfin, pour moi, en fait, c'est pas la critique du FBI ou la critique de la police, c'est vraiment la critique d'un discours, en fait, plus, et des formes d'interprétation qu'on peut prendre ce discours. Alors, avec le FBI, c'est même la toute-puissance, c'est des gens qui sont hors du droit et qui font ce qu'ils veulent, en fait. Eux, ils s'en fichent de mettre en l'air la vie de Richard Jewell. Ils ont les moyens de le faire et ils le feront. Richard Jewell, il n'a pas vraiment les moyens quand il est dans le rôle du policier, il n'a pas les moyens du FBI à sa portée, mais il le fait à sa manière aussi de surinterpréter et d'outrepasser le cadre qui est censé être le sien. Enfin, il y a quelque chose comme ça en fait. Bah, moi, à vrai dire, je suis je- pas exactement d'accord parce que pour moi, ce que j'ai vu dans cette scène-là avec le directeur, c'est au contraire, en fait, j'ai pas l'impression que Jewel surinterprète, j'ai l'impression au contraire qu'il prend à la lettre et qu'en Oui, fait le problème viendrait plutôt de la phrase du c'est ça directeur que je qui veux est dire. du coup Oui, c'est la ça que je phrase veux c'est No Mickey Mousing in my campus. Enfin voilà, en gros, pas de bordel sur mon Oui, oui. campus. Et en fait, c'est un truc qui, du coup, Jewel le raconte, il dit c'est un truc que vous m'avez dit l'année dernière lors de la fête, vous me regardiez juste comme ça, je venais de présenter et vous m'avez dit ça vite Oui, fait. voilà, Et c'est tu vois, vrai. il l'a pris à la lettre et l'a appliqué à la lettre en s'en souvenant et en le consignant sur un petit carnet. Et je pense Ok. que c'est important, je sens que c'est pas une surinterprétation de sa part, c'est au contraire enfin, pour moi, ce qui est critiqué, on va dire, ou disons que ce qui est problématique à ce moment-là, c'est justement, c'est plutôt ce que dit le Ah, c'est le directeur discours, du en truc. fait. Voilà, c'est le fait qu'on puisse tenir ce genre de discours de façon complètement frivole et juste comme ça, on voit pour la première fois, on est directeur d'un campus, on voit pour la première fois le gardien de la sécurité et puis on lui dit ah je veux pas de bordel dans mon campus. Et c'est ça, en fait, à mon avis, c'est ça aussi qui est vraiment mis en question, voire critiqué du coup dans la séquence, c'est que c'est cette sorte de truc qu'induit la fonction d'autorité, en l'occurrence du directeur, et qui en vient à balancer des phrases comme ça dans le vent, qui sont en fait des phrases extrêmement violentes, parce que pas de bordel dans mon campus, enfin, no Mickey Mousing in my campus, c'est extrêmement violent en fait, mais c'est balancé juste comme ça. Et sauf que là, Richard Jewell l'a pris à la lettre, et Et en on plus, voit que ça ne plaît pas au directeur parce qu'il le ouais. renvoie. Donc voilà. Et après, il est scandalisé de l'interprétation qu'on a pu faire de ses paroles, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alors qu'en fait, il n'a fait qu'une interprétation la plus simple en fait. C'est Ouais, bah, t'as bien voilà. précisé. Voilà. Moi, là où je trouvais ça marrant, enfin, je trouve ça super marrant parce qu'au final, tout ce qu'on dit sur le film, c'est des choses qui sont au final très simples. Enfin, toutes les belles choses qu'on dit du film, c'est juste bah, les individus sont filmés en tant qu'individus, les caméras se mettent à égalité avec eux. C'est les institutions qui sont critiquées, pas les individus et tout. Et au final, je trouve que tout ce qu'on en dit, c'est quelque chose de très simple, et je trouve que ça relève presque d'une évidence dans le film où tout ce qui est montré de beau et de bien chez les gens, c'est une évidence juste, où tout est évidemment, euh, tout est évidemment montré, quoi. Et du coup, ça fait quelque chose, ça donne un côté très simpliste, mais au final, pour moi, cette évidence est plus le sujet du film, où en gros, le film montre que, bah, évidemment qu'il faut s'intéresser à tout ça,
évidemment que les individus sont beaux, et évidemment que tout ça, enfin, c'est plus une répétition, enfin pas une répétition, mais une insistance sur le fait qu'il faut voir tout ça, qu'il faut montrer tout ça. D'où le côté aussi réhabilitation de Richard Jewell dont tu parlais, Louis, tout à l'heure, où ben, en gros, il faut montrer ça, enfin, c'est évident qu'il faut s'intéresser à tout ça, quoi. C'est évident que l'individu est beau et qu'il faut le montrer, quoi. Ouais, bah, et en même temps, enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, mais c'est juste que disons que le terme de il faut me gêne un peu dans le sens où ça induirait une sorte de volontarisme. Et je trouve que le film est pas du tout volontaire. Même le terme de réhabilité, c'est aussi pour ça, je crois que je suis pas, il me gêne un petit peu, disons, parce que je vois ce que vous voulez dire et je pense que je suis globalement d'accord, mais dire qu'il faut ou que ça réhabilite, c'est déjà en fait prendre le film sur sur un terrain très volontariste et de se dire que le film vraiment accentue ça, alors qu'en fait il accentue rien du tout. Il est au contraire comme tu dis, dans l'évidence et il est dans une sorte de retrait et d'effacement total vis-à-vis de ça, qui est une vraie position d'humilité en fait, mais qui du coup fait que c'est comme si, en fait, il efface même la question de la réhabilitation ou de ce qu'il faut faire ou du devoir, etc. Enfin, du devoir, non, du devoir, il l'efface pas vraiment, mais voilà, de la réhabilitation, etc. Il efface carrément cette question. C'est pour ça aussi que même par rapport à ce que je disais moi-même tout à l'heure de la tension qu'on crée abstrait, des contradictions des personnages et tout. Pareil, je voulais y revenir un peu parce que ça me semble même pas tout à fait juste non plus vis-à-vis du film, justement parce que je pense qu'il habite tellement complètement ça que justement, pour reprendre les mots de tout à l'heure, il est plein, il est entier. Et, euh, et en fait, voilà, c'est ça, c'est qu'il efface complètement la question de la contradiction, il efface la question de la réhabilitation. Et enfin, c'est ça justement qui fait son évidence et qui fait que c'est pas forcément évident d'en parler, même si bon, depuis tout à l'heure, on en Non, discute mais pas mal, mais c'est je ça. pense que c'est ça. Et bah, d'ailleurs, pour revenir au texte de Swann sur Contrebande, ici de Blanchot, et je trouve que ça rejoint, je trouve ça assez bien vu parce que ça rejoint le travail un peu de Maurice Blanchot qui à ce côté-là, à part que Maurice Blanchot met vraiment très très en évidence à chaque fois le paradoxe, donc présence, absence, etc. Mais pour que ensemble la présence, l'absence en viennent à créer une sorte de troisième pôle qui se situe entre les deux et qui fait disparaître les deux autres corps, ou quelque chose comme de cet ordre-là. Enfin, c'est un petit peu compliqué à dire, mais je pense que c'est un peu ce qui se passe dans le film. C'est que tout disparaît sous une sorte de neutralité ou quelque chose comme ça. Mais enfin, neutralité, ça ne va pas non plus comme terme, parce que neutralité, ça peut retomber dans l'excès inverse, comme un film comme Les Misérables, où je trouve que c'est une sorte de fausse neutralité, mais qui en fait est une grande lâcheté. Il n'ose rien prendre en charge et du coup, il reste dans une sorte de ventre mou constamment, tandis que le film d'Eastwood, c'est l'inverse, il prend tout en charge en fait. Ouais, mais Enfin, après, je sans sais en faire pas des caisses, si en ça vous fait. parle ce que je dis, mais. Mais Après, avec la simplicité, en fait, dont on parle. Ouais, c'est ça. après, Puis il y a quand je disais, pardon. vas-y, Il y a ce paradoxe que tu soulignes d'un côté d'un film qui se revendique plus comme engagé, même s'il affiche cette fausse neutralité, qui se retrouve sans arrêt justement en ventre mou, j'aime bien l'expression, au-delà de la lâcheté, etc., donc Les Misérables, et un film comme Richard Jewell qui s'affiche avec une vraie humilité, etc., et qui au final porte un regard sur les choses qui est beaucoup plus comment dire, fort et Politique, les ouais. choses qui ressortent en tout cas et ce qui se met tout à coup au travail dans le film, etc. est beaucoup plus fort parce que tu as raison, je pense, de dire que tout ce travail, ou en tout cas tout ce truc que moi j'ai perçu sur la réhabilitation, c'est pas quelque chose qui est affiché et c'est pas quelque chose qui s'offre au regard du spectateur comme un processus qui va façonner le film. C'est quelque chose qui, au contraire, je pense, se met en œuvre dans la manière même dont le film est conçu et la manière même dont les personnages se mettent à interagir, etc. Et que c'est absolument pas un des piliers du projet de Clint Eastwood et qu'en tout cas que c'est pas quelque chose qui structure le film. Je sais pas, c'est très difficile en fait de ça de manière claire. après, Et c'est tellement abstrait, etc. Mais effectivement, c'est pas quelque chose d'absolument évident où on se dit tiens, mais le film est fait pour ça, il a été pensé comme ça, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus indistinct et quelque chose de beaucoup plus souterrain Oui. qui semble petit à petit en fait se mettre en œuvre dans le film presque de soi-même en fait. Et ça rejoint à mon avis une position d'humilité en fait, c'est de faire confiance
j'aime pas ce que je vais dire, mais de faire confiance au film, faire confiance aux personnages qu'on filme, etc. Et qu'il y a des choses qui se mettent à émerger, à exister par toutes ces mises en relation. Et que, de toute façon, c'est ce que je disais au début, Eastwood me semble presque dépassé par tout ça. Pas du tout dépassé dans le sens où il comprend pas ce qu'il fait, mais il y a un truc d'écrasement qui est tellement fort que il faut laisser à tous ces éléments-là, les personnages, la manière de les filmer, etc., le temps et l'espace de vivre, etc. Mais ça reste très abstrait, en fait, tout ce Mais que je disais. c'est pour ça que quand je disais de réhabilitation, je parlais pas de réhabiliter l'individu en soi, parce que comme tu dis, à ce niveau-là, il est assez, enfin, il le fait très simplement, c'est-à-dire il montre juste sans il faut quoi que ce soit, il montre juste que l'individu est beau, mais c'est plus réhabiliter justement cette évidence-là. Enfin, c'est un moment où les films sont, où beaucoup de films ne prennent plus du tout en compte la beauté individuelle ou la beauté de chacun ou des relations ou des rapports entre les choses. De façon assez évidente, c'est ben, Eastwood, il arrive et dit, enfin, c'est limite une prise de position au final. Bon, après, une prise de position, c'est pas forcément définitif, elle est mouvante et elle bouge sans cesse tout ça, mais il y a à côté quand même un positionnement très politique il faut montrer il faut montrer cette évidence-là, quoi. Il faut pas montrer la beauté individuelle, il faut montrer cette évidence que chacun est beau et que voilà. Parce que bon, comme c'est Violaine, je crois qu'il y a ça tout à l'heure, que le film aurait très bien pu prendre des positions totalement différentes par rapport au personnage et être beaucoup plus condescendant, beaucoup plus méprisant, beaucoup plus, ou même beaucoup plus, enfin, les prendre limite de bas enfin, ça aurait pu être le mouvement inverse et se mettre en bas d'eux et les filmer comme trop supérieurs, en mode tout l'individu est glorieux, etc. Là, non, il y a de toute façon cette position d'égalité qui reste une position politique malgré tout et qui est cette évidence-là, je trouve. Ouais, mais parce qu'en fait, je pense que le geste premier du cinéaste dans ce film-là, c'est pas de, enfin, ouais, en fait, il part pas des caractéristiques de Jewel, des caractéristiques des machins, ou même d'un certain discours ou d'un message, il part pas de ça, en fait. Ce dont il part, c'est directement des personnages et de la mise en présence des personnages. Et à partir de cette mise en présence, il y a plein de choses qui prennent vie et qui s'accomplissent dans le film. En fait, c'est comme les fables de La Fontaine, en fait. En gros, c'est pas les fables de La Fontaine, on peut pas les réduire à la morale finale, quoi. Le loup et l'agneau, le loup et l'agneau. On peut pas dire simplement je sais même plus ce que c'est, la loi du plus fort là. Voilà, c'est pas juste ça. Avant d'être ça, c'est déjà un agneau qui boit sur un ruisseau, qui boit un L'onde ruisseau, pure et d'un un loup qui ruisseau. arrive, quoi. Et je trouve que le film de Disco, c'est ça aussi, c'est que Mais avant encore, il d'être n'y a pas de tout ce morale à qu'on la fin dit, du film. avant d'être tout ce qu'on dit. Ouais, mais enfin, disons que la morale, c'est la morale de l'existence réelle. Et malgré tout, il y a quand même je pense qu'on peut retenir une certaine, ce qu'on disait, une certaine charge virulente à l'égard des figures d'autorité, etc. Mais je pense qu'on peut les retenir, mais justement, c'est toujours déjà après, en fait. Ça arrive toujours déjà dans un second plan ou à partir de quelque chose de plus originel et de plus profond, qui est de base la mise en présence de certains personnages. Et d'ailleurs, je trouve à cet égard le montage du film, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais à chaque fois brièvement, je trouve que le montage est quand même extrêmement étonnant. Et on dit le film très classique, etc. Mais le montage, en fait, il n'est pas si classique. Alors après, faut voir ce qu'on entend par classique. Hein. C'est un terme un peu qu'on emploie à la va-vite toujours. Mais en tout cas, le montage, par exemple, les 3 séquences au début qui nouent la relation entre Jewel et l'avocat, ou alors les 4 séquences dont je parlais tout à l'heure de Cathy Scruggs qui fait son parcours là, de rémission, et ben, à chaque fois, ça, en fait, c'est construit selon une certaine disons selon un rythme qui a trait plutôt à une sorte de nous, enfin comment dire, d'atmosphère sensitive ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est un rythme en fait qui est pas du tout un rythme chronologique ou narratif. C'est pas un rythme narratif ou narratologique. En fait, c'est pas une histoire de dire tiens on fait telle scène puis ensuite telle scène. C'est plutôt un rythme qui va vraiment s'appliquer à suivre le mouvement émotif, sensitif de ce qui se passe dans les scènes en fait, plutôt que le mouvement strictement narratif ou factuel. Et c'est ça, je trouve ça vraiment fort. Ça m'a encore plus frappé du coup en le revoyant, mais ça m'avait déjà un peu frappé de façon sans doute inconsciente la première fois où j'ai vu le film. Mais c'est voilà, et par exemple, il y a plein de raccords notamment avec des portes qui s'ouvrent, etc. Il y a un raccord aussi que j'ai trouvé super fort, c'est le moment où il y a l'avocat et Richard Jewell qui sont dans la maison, ils discutent de l'affaire. Et ensuite, il y a un raccord direct avec la porte fermée. On toque à la porte et c'est l'avocat qui entre. Alors en fait, c'est le lendemain, alors que c'est juste la scène d'après. C'est très bizarre parce que la scène d'avant, il était dans la maison
Et la scène d'après, il toque à la porte pour entrer dans la maison pour apporter une nouvelle. Et ça, par exemple, il n'y a rien de classique au sens vulgaire ou commun du mot. En fait, c'est pas du tout classique de faire ça. T'enchaînes pas une nouvelle scène avec, on dirait presque un raccord qu'on pourrait voir dans des films de la nouvelle vague, au moment des années 60, les premiers films de la nouvelle vague, genre les raccords assez étranges que faisait Godard dans Bande à part ou des choses comme ça. Et c'est vraiment un raccord comme ça très étonnant et qui, je pense, en fait, se construit sur le mouvement ou le pouls général du film, en fait, les battements de cœur du film, quoi, si on veut, plutôt que sur des conventions de narration. Mais Et je d'ailleurs, trouve ça vraiment très très fort, de la façon dont ça se fait. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il y a quelque chose, une sorte de charge grandissante qui monte dans le film, alors même que les personnages et que les scènes vont pas mal dans tous les sens, il y a beaucoup de circulation, il y a une sorte de circulation continue, on passe d'un lieu à l'autre, etc. Et pour autant, il y a quand même une sorte de charge globale grandissante dans le film qui ensuite s'évanouit d'un coup à la fin avec le fameux donut. Et ça, je pense que ça se joue notamment dans cette façon d'accorder le montage et d'accorder les scènes entre elles. Je sais pas ce que vous je pense pensez. que on n'en a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais la scène, le fait que Cathy Scruggs n'apparaisse plus dans le film après la scène où elle est juste émue, enfin après la scène où on la voit émue, je trouve Ouais. que c'est aussi une. Moi, j'étais pareil, parce qu'au début, j'étais assez perturbé aussi par son personnage, que je trouvais un peu grossier, etc. Et puis finalement, maintenant, je crois que je l'aime bien avec le recul. Et puis, mais le fait qu'elle apparaisse plus dans le film après cette scène-là, où juste on la voit émue, c'est quand même quelque chose de très fort et qui n'a rien de facile comme décision, comme choix, enfin, qui n'a rien d'évident, enfin, qui n'a rien de classique ou de basique comme choix, quoi. Il Ouais. faut avoir quand même pris le choix de dire, là, on va voir les personnages émus et après, on ne la verra plus dans le film, enfin, après, on la verra plus, quoi. Et, dans le sens où ça suffit de montrer ça, quoi. Je trouve ça quand même très fort. Surtout que la scène même, cette scène-là où elle pleure, elle se termine pas sur une sorte de bon mot ou sur un plan marquant de son départ, hein. On la voit pleurer. Et après, en fait, la scène se poursuit avec l'avocat, j'oublie à chaque fois son nom, mais l'avocat et la mère qui passent dans la cuisine aller voir Jewel voilà, la mère elle est en pleurs et l'avocat la console, etc. Donc en fait, la scène se poursuit avec ça. Et le personnage de Cathy Scruggs, il a disparu, mais on ne sait pas à ce moment-là encore, en fait, qu'on ne le verra plus. Et du coup, on l'a vu la dernière fois sur ses larmes, mais en même temps, ça se finit pas de façon. C'est pas une conclusion bien marquée du personnage. C'est vraiment le personnage, il a fini son chemin en fait avec le film, quoi. On a presque l'impression en plus que le dernier plan, on la voit justement verser ses larmes, c'est presque l'introduction ou le début d'une nouvelle phase entre guillemets du personnage, une nouvelle manière Mm. d'interagir, alors qu'en fait justement ça met plutôt fin, enfin, on le sait pas encore, mais ça met fin à l'apparition du personnage dans le film, alors qu'on Ouais. ça montre presque une transition en fait, qui s'est opérée bien avant, tu l'as souligné, avec cette rencontre dans les locaux du journal. Mais la disparition du personnage est assez étonnante, ne serait-ce que d'un point de vue purement narratif en fait, et de construction du scénario entre guillemets. C'est assez surprenant une fois que le film se termine, parce qu'on n'a pas eu de... Le personnage n'a pas de vraie fin en fait, d'un point de vue C'est ça, c'est que le film du décide de scénario. la fin disparaître dans sa transition, quoi. Moi, je trouve ça très beau à ce niveau-là. Mm. Il n'y a pas une conclusion de personnage, c'est sa transition, et là, ça s'arrête un peu au milieu. Ça arrive vraiment à la fin du film, ça, ou pas vraiment? Non, Je m'en justement, rappelle c'est Euh, pas à la plus. fin du film. trois Enfin, c'est quarts, Ah, aux le trois, dernier ouais, c'est ça, film. aux trois quarts à peu près. Ouais. Ah ouais, d'accord. Moi, j'aurais vu, dans mon souvenir du film, je me disais, ah, ça doit arriver vers la toute fin, et après, il doit y avoir l'épilogue pas loin et tout, mais en fait, non. non. Non, ouais, Ok. enfin, c'est quand même Ok. vers la fin, mais c'est plutôt les trois quarts. C'est ça aussi qui est Il n'y a étonnant. même pas encore une Justement que autre le Il n'y a enquête. pas personnage de disparaît quand même. conclusion, il n'y a pas un Ouais, retour sur le personnage qui essaie de réparer ce qu'il a fait derrière. Enfin, il y a ouais. pas, le film, c'est pas ça, quoi. Non. Là, Et j'avoue, d'ailleurs, j'ai la fin du personnage de la maman, c'est un peu de cette même approche-là. C'est quand elle récupère, quand les flics ramènent à la maison tout ce qu'ils ont réquisitionné. Et là, elle prend ces tupperwares, elle voit qu'ils ont marqué un truc, qu'ils ont marqué la date dessus au marqueur. Du coup, elle essaie un peu de gratter avec son doigt pour effacer. Alors, du genre, ouais, ça me saoule, mes tupperwares, je suis content de les retrouver, mais voilà, ils sont marqués au marqueur. Et ça se finit là-dessus, pareil, sa scène à elle. En fait, c'était une sorte, c'est pareil, ça accompagne le personnage dans son chemin. Et elle, ce qui était précieux pour elle dans le film, c'était ses tupperwares. Enfin, pas que ça, hein, mais c'est quelque chose de précieux pour elle dans le film, c'était ses tupperwares et ses effets personnels et le fait de reprendre sa vie normale dans sa maison. Et du coup, ça se termine là-dessus et elle a sa fin à elle, quoi. Et du coup, hop, le film, pareil, après, il ne la voit plus. Pourtant, on revoit Richard Jewell après, mais on voit plus la mère. Ouais, il y a un truc qui m'a étonné dans le film, je sais pas si vous vous en souvenez, mais à un moment donné, justement, le personnage de la mère, joué par Kathy Bates, se retrouve devant la télévision,
Et ce qui est diffusé dans le film, c'est le vrai entretien qui a été fait de Richard Jewell Ah ouais? un peu après. Et en fait, on voit Richard Jewell à l'écran. Ah Je ouais? savais pas. J'ai même pas remarqué Ah ouais? ça, même pas en le Ah bah, revoyant il hier, alors me semble, ça m'a frappé. incroyable. Alors peut-être que je me Bah, trompe. Non, il me peut-être, semble ouais, pas. ça me dit un truc, hein, mais je me Et souviens pas comme ça, mais ça me dit un en truc. fait, c'est marrant parce que ça Il m'a y a ça peut-être m'a moyen. frappé. Sur le moment, ça m'a fait un truc. Et en fait, je sais pas quoi. Je sais pas quoi en faire. Je sais pas quoi en penser. Mais sur le moment, j'ai eu l'intuition très étrange que c'était quelque chose d'absolument brillant. Je me suis dit, mais c'est incroyable de faire ça. Mais je sais pas pourquoi. C'est Bah, ce genre de choses très bizarres parfois. dans le film, il y a aussi ça, je m'en souviens pas, alors je l'ai peut-être zappé, je sais Mais en pas. fait, peut-être, Mais je crois pas me tromper. Moi, j'ai vu le film au cinéma assez tardivement, mais quand je me souviens dans le film d'avoir été frappé par ce truc, de me dire, mm, là, il y a un travail, il y a quelque chose tout à coup qui se travaille dans le film. Parce que c'est pas anodin de le faire, sachant qu'à d'autres moments, dans le film, le même entretien est reconstitué. ouais. Donc là, on est face à un choix, de toute évidence. Ouais, et moi, ce qui m'a frappé, par contre, et je pense que ça rejoint ce que tu dis, c'est l'ouverture des JO d'Atlanta, où là, il y a une vraie scène assez longue, à partir, en fait, de ce qui a été filmé, ce qui a été retransmis à la télé en 96 à l'ouverture des JO d'Atlanta. Donc, on voit la flamme olympique et tout, etc., qui est donc, c'est pas du tout une scène reconstituée par Eastwood. On le voit très franchement au niveau de la qualité de l'image, etc. Même c'est en 4 tiers, alors que le film n'est pas du tout dans ce format-là, etc. Donc, on voit, enfin, il n'y a pas de triche du tout par rapport à ça. On voit que c'est une image reprise de ce qui a été transmis à la télé à ce moment-là. Et pareil, enfin un peu comme toi en fait, je savais pas trop quoi en faire. Et j'ai essayé d'y repenser un petit peu. Et je pense que ça a à voir aussi avec cette idée du montage voilà, je pense que c'est ça en fait, c'est que Eastwood, si on peut dire son classicisme, c'est dans cette sorte de parfaite transparence et qui fait que en tant que spectateur, on peut suivre sans aucun problème tout ce qui se passe. Mais pour autant, il est pas enfin, il faudrait arrêter d'employer le terme classique en fait, mais il n'est pas si conventionnel que ça, dans le sens où justement il ose quand même mettre des séquences comme ça, il ose introduire, etc. Enfin, c'est comme dans le Casar 17 pour Paris, qui est encore plus impressionnant de ce point de vue-là, mais il ose faire des choses comme ça, qui en fait, à mon avis, il le fait. Enfin, disons que c'est ce que je vois en tout cas dans le film, c'est que c'est fait parce que c'est complètement au service du mouvement général du film en fait. Et je me dis que ce qui l'intéresse avant tout, c'est le mouvement général du truc et de se dire si pour servir le mouvement général du film, il faut ça, et ben on utilise ça quoi. Et la séquence de l'ouverture d'Atlanta, je me suis aussi dit peut-être qu'en fait il n'avait pas forcément les moyens, pas forcément financiers, mais même les moyens en général de la reconstituer. Et il s'est dit, Donc, bah, quand de toute même, façon, on fera pas mieux que celle qui existe déjà et on va prendre celle-là. Je sais pas, après, je pense qu'on peut aussi en tirer des choses, mais là, j'avoue, comme toi, je suis un peu démuni face à Alors, ça. sachant que quand Richard Jewell apparaît, donc le vrai Richard Jewell, c'est pas du tout dans un plan isolé, c'est en fait le personnage de la mère qui regarde la télé, et à l'écran, enfin dans la télévision qui est dans l'image, dans le cadre fictionnel que Eastwood a construit, c'est le vrai Richard Jewell, mais qui du coup n'est pas mis en valeur. Moi, c'est ça qui m'a frappé, et sur le coup qui m'a touché, mais sans que je sache pourquoi, c'est que tout à coup, c'est le moment en fait où il est interviewé avant que l'affaire éclate, donc c'est un héros. Et en fait, Kathy Bates, enfin la mère qui est incarnée par Kathy Bates, je me souviens plus du nom du personnage, est bouleversée. Elle est bouleversée de voir son fils, ce qu'il devient tout à coup. Mais en fait, dans le film, ce qu'elle voit, c'est le vrai Richard Jewell. Moi, j'ai trouvé, sur le coup, ça m'a vraiment beaucoup touché. Je sais pas vraiment pourquoi, je sais pas ce que ça engage, ce que ça peut engager en tout cas comme réflexion. Mais en plus, c'est cette manière dont c'est pas complètement appuyé, parce que contrairement à ce que tu décris, Melaine, dans le montage, etc., là, c'est vraiment dans le cadre, il n'y a pas d'insistance sur cette image, et j'ai pas le souvenir, peut-être que si, en fait, que j'ai trop isolé le truc, mais il me semble qu'il n'y a pas de plan En entier. qui envahit tout l'écran où Je on a pense le pas. vrai visage de Richard Jewell. Il semble pas. Après, je sais pas, mais je pense que si ça avait été le cas, je l'aurais remarqué en le revoyant. Bah, du coup, peut-être Oui, c'est ça. c'est vrai, c'est vrai. En plus, d'autant que je vois très bien la scène dont tu parles, hein, quand elle est émue, etc. Mais j'ai juste pas remarqué que c'était Richard Jewell. Mais du coup, Mais c'est d'autant je plus suis intéressant. quasiment Hein, sûr. Je suis ah, mais je veux quasiment bien sûr. le croire, hein, je veux bien le croire. Hein, Parce qu'en plus, moi, ce qui m'a encore plus étonné, c'est qu'après, on voit des couvertures de journaux, etc., où ils ont mis la photo de l'acteur. Donc, il y a vraiment ce seul moment où je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il ouvre? Enfin, moi, c'est la question que ça m'a. Après, ça m'a pas du tout bloqué pour le reste du film. Je suis vite rentré dedans, etc. Mais en y repensant après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il ouvre tout à coup avec cette image qui est vraiment imposée en plus? Parce que comme il reconstitue l'entretien, etc., il y a vraiment ce plan très étonnant qui rejoint un peu, il me semble, d'autres choses qu'on disait. Et je m'en suis souvenu, en fait, parce que j'avais pas du tout repensé à ça en préparant l'émission. C'est vraiment tout à coup que ça m'est revenu.
Et ça rejoint du coup complètement ce que tu disais, Melaine. Alors je vais faire comme toi, je vais pas prendre le mot classique, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui ne sont pas conventionnelles chez Clint Eastwood, Mm. pour le coup. Je pense que le film vraiment qui permet de le voir absolument, je pense, même s'il a été très mal reçu pour ça, parce que les gens ont dit que c'était raté, etc. Je sais pas si ça, moi je sais pas du tout si j'aime le film ou pas, mais en tout cas, il est au moins très intéressant de ce point de vue-là. C'est le 15h17 pour Paris. Je trouve que pour le coup, c'est un film où on voit très clairement que Eastwood a pas, enfin, c'est pas il n'est pas accroché comme un vieux papy aux conventions, quoi. Enfin, vraiment, le 15h17 pour Paris, c'est un film. Moi, ce qui m'a le plus frappé en priorité, c'est que c'est d'abord une sorte de documentaire sur la fiction qui se rejoue plutôt qu'une fiction avec des personnages. Enfin, c'est aussi une fiction avec des personnages qui vont en vacances, mais le fait que c'est en gros un attentat qui a été arrêté dans un train par. Donc, c'est une histoire vraie, donc un attentat qui a été arrêté dans un train par trois mecs américains. Et en fait, il a repris ceux qui ont vécu, en fait, ceux qui ont arrêté l'attentat, il les a repris et ils jouent dans le film, quoi, en tant qu'acteurs. Et le film reconstruit leur parcours, leurs vacances, du coup, en Europe et jusqu'au moment où ils font ça. Il y a même une séquence à la fin avec Hollande qui leur remet le truc où il y a des plans intercalés du vrai Hollande qui fait le discours, etc. Et de eux qui sont à côté en tant qu'acteurs alors qu'ils ont vécu le truc. Enfin, c'est vraiment très, très troublant, le film pour ça. Et je pense que c'est quand même un film qui permet de voir que Eastwood, c'est pas juste complètement attaché aux petites conventions. Bah, Je pense que sachant que ce procès qui, je pense, est assez vrai, parce que des discussions que je peux avoir, de ce qu'on peut lire, on rattache souvent Clint Eastwood à un classicisme. Alors là, j'emprunte le mot à ceux qui lui font, ce qui est souvent d'ailleurs un reproche, alors même qu'en plus, les origines même de Clint Eastwood ne sont pas vraiment dans cette frange-là, parce que déjà en tant que réalisateur, son premier film sur cette fan folle d'un personnage de radio qui s'appelle Un cri dans la nuit, je crois. un frisson dans la nuit. Un frisson dans la nuit, merci. N'est déjà pas spécialement un film classique, déjà ça date des années 70, etc. C'est plutôt bien intégré à ce qui est devenu le cinéma américain à cette époque. Et puis même en tant qu'acteur, etc., il a jamais joué dans des films purement dits classiques, etc. Donc je trouve que c'est assez étrange en plus cette manière de le rattacher à un vieux cinéma, alors que lui, son origine, c'est le milieu des années 60, où il y a déjà quand même tout un tas de... Les premiers films auxquels on le rattache, c'est quand même les films de Sergio Leone, même si évidemment là il est qu'acteur, mais en fait, c'est assez marrant que parce qu'il est très âgé, on le rattache à un... Ouais, mais je pense que c'est classique. Je pense que c'est pas que ça, je pense que c'est aussi une sorte d'idée un peu toute faite du classicisme par exemple, qui prend en compte le fait que les plans sont bien stables, bien droits, la narration est extrêmement claire ou des trucs comme ça en fait, qui fait que c'est une sorte d'idée toute faite du classicisme alors Ah que oui, c'est bien pas sûr. exactement le classicisme. Mais c'est pour ça que je réfuterai pas totalement le terme de classicisme, que je pense que en fait indirectement sous qu'on dit Clint Eastwood quand on le qualifie de classique, c'est plus justement sur cette économie esthétique de la transparence Ouais, où c'est ça. tout le montage, la mise en scène, etc. s'efface au profit de la narration, des personnages, du scénario, ce qui parfois est très vrai et en fait ce qui rejoint ce qu'on disait sur l'effacement de Clint Eastwood par humilité notamment sur Richard Jewell, mais qui en fait est très relatif quand on regarde la manière dont sont La forme délivrés générale. certains éléments. Ouais. Bah, de toute façon, en fait, pour employer le terme classique, je pense que ça mériterait qu'on essaie de redéfinir tout simplement, enfin qu'on essaie au moins de Ah, bien définir le sûr. terme, parce que là, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on l'emploie de façon vague. Et moi, personnellement, j'ai pas trop d'idée de ce que ça veut dire classique, j'ai du mal à m'y faire à Bah, ce terme. Du coup, j'essaie c'est pour ça globalement de l'éviter, mais c'est vrai que là, on y est venu. Oui, oui. Non, mais c'est pour ça qu'il faut se borner. C'est pour ça que je te disais que je trouve que ça peut fonctionner quand on se rattache à cette idée de transparence, en fait, qui est un des éléments quand on dit le cinéma classique et qu'on pense à cinéma classique hollywoodien, parce que je pense que c'est à ça qu'on se rapporte de manière très générale quand on évoque Clint Eastwood et même d'autres cinéastes quand on dit aujourd'hui qu'ils sont classiques. Ça, c'est Ouais. mon interprétation, c'est très vague, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on dit qu'un cinéaste est classique, c'est ce qu'on veut dire. C'est qu'on renvoyait à cette idée de transparence, à cette idée que le cinéaste va s'effacer un peu plus que d'autres, que sa mise en scène va être moins marquée, moins visible, et qu'on va plus justement mettre en valeur l'immersion, le scénario, etc. Et aujourd'hui, il faut quand même le dire, et je pense que en fait, on n'en a pas parlé frontalement, mais un des trucs qui fait que Clint Eastwood aujourd'hui aussi est vu comme assez singulier, c'est quand même relativement rare en fait dans les cinéastes qui sont reconnus comme cinéastes d'être plutôt affiliés à cette idée d'effacement, etc., qui sont pas forcément des qualités ou des défauts, mais qui sont en tout cas des caractéristiques qu'on prête très largement à Clint Eastwood aujourd'hui. Et moi, c'est un des trucs qui me fascine complètement, en fait, c'est de voir qu'il est
ultra respecté comme cinéaste, etc. Et qu'en même temps, en général, mais moi le premier, en fait, on peut avoir un certain malaise à essayer de discerner ce qui est vraiment le cinéma de Clint Eastwood, etc. Alors qu'en fait, quand on prend la peine de fouiller, on voit qu'il y a des choses, etc. Mais aujourd'hui, je pense que c'est aussi ce truc qui le démarque, ne serait-ce que d'un point de vue de la réception du public, en fait. Que certains vont voir comme un défaut, d'autres comme une grande qualité. Je parle même pas de ça, en fait. Ouais. Mm. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. D'autant qu'il y a pas mal de cinéastes dont on dit qu'ils sont plus ou moins dans cette optique-là et qu'ils ne sont pas du tout en plus. Donc, par exemple, je pense à quelqu'un comme Fincher. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent ouais, c'est un cinéaste presque artisan, machin et tout. Fincher, moi je vois n'importe quel de ses plans, je vois que la grosse tête de Fincher qui dit regardez comment je suis un auteur, quoi. Enfin, c'est pas du tout le cas dans les films d'Eastwood. Donc, et c'est vrai que, ouais, effectivement, moi, je vois pas trop d'exemples comme ça. Peut-être les Farelli, les frères Farelli, donc j'aime beaucoup, mais je sais pas si c'est Les tellement Farelli, la même chose. après, C'est encore un peu différent, mais en fait, les Farelli ont des marques ailleurs, c'est ça le truc. En termes de mise en Apparemment scène, des je pourrais être classiques. rejoint, mais ils ont des marques ailleurs. Mais en fait, c'est vrai que même des gens de studio aujourd'hui qui ne se pensent pas a priori comme des cinéastes, des auteurs, etc., même si le mot aujourd'hui est bizarre, et qu'on ne voit pas comme des auteurs, en fait, on démarque. Un mec comme James Mangold, qu'aujourd'hui on essaye un peu de voir comme cette résistance de gens qui travaillent pour des studios, etc., et qui finalement sont plus des artisans qu'autre chose. C'est au contraire des gens très marqués. Et James Mangold a des marques qui sont peut-être pas aussi visibles que d'autres parce qu'il a peut-être aussi un peu moins de talent que d'autres, etc. Mais c'est pas du tout vrai de piquer cette grille de lecture classique sur les cinéastes. Et en fait, Clint Eastwood a ce statut un peu étrange aujourd'hui dans les cinéastes reconnus, je dirais. mm, Voilà. ouais. Mais de toute façon, je viens juste de répéter ce que j'avais dit avant, en fait. Peut-être qu'on peut conclure, et puis Ouais. Ouais. Ouais, ça me semble bien. Ouais. débriefer très rapidement, peut-être. Ouais, ça serait compliqué là. Là, J'aurais Ouais, du mal à débriefer, moi. Ah ouais? Mais Bon. après, si tu J'espère, veux, oui. si tu veux débriefer, tu peux, hein, vas-y. Non, Ça, non, ça- non, non, mais je je pense sais que pas. tu arriverais. Non, Non, mais mais donner... enfin, non, mais débriefer, ouais. Donner un ressenti, peut-être plus, un tout truc de suite. pour ouais, je pense. Mais après, c'est pas très utile, en ouais. fait. Hein. Je sais pas. Moi, j'avoue que j'aurais du mal à le faire. J'aurais du mal Ok, à non. résumer comme ça. Ou alors, à la limite, je peux citer une phrase de John Wayne dans un film de John Ford qui n'est pas si classique qu'on peut le dire aussi. C'est dans Rio Grande, il y a John Wayne à un moment donné qui du coup est un militaire, enfin un cavalier, et qui du coup se ramène devant un ennemi qui discute avec lui très tranquillement et en fait sauf que c'est un pourparler qui marche pas du tout parce que tu sens qu'ils sont pas du tout en accord et qu'ils sont obligés ça va déboucher sur une bataille nécessairement et du coup ça se termine mais pour autant c'est pas une bataille directe, hein, ils vont pas se taper dessus, ils sont très respectueux l'un de l'autre et ça se termine et là John Wayne avant de partir il lui dit votre fidélité à votre devoir vous honore et après il s'en va et je trouve ça très beau et je trouve que ça me fait penser à Richard Jewell et au geste de Clint Eastwood, cette façon de dire votre fidélité à votre devoir vous honore. Bah ouais, mais Voilà, c'est une belle conclusion, en fait. voilà. Bon bah Allez, salut. arrêtons-nous là. Merci. Et du coup, merci Blaise, merci Louis et merci Violaine. Et Bah, merci, Melaine, pour Merci, avoir proposé Melaine. ce beau sujet. voilà, et ouais, je suis assez content de ce qu'on a réussi à dire. Franchement, c'était voilà. Et ben voilà, donc à bientôt pour une prochaine émission sans doute. À très vite. Salut. À bientôt.